Il y a l'amour et il y a la relation. On confond beaucoup aimer et être amoureux. Je pense pas que ce soit le quotidien qui tue l'amour. On va parler d'amour avec une spécialiste de l'amour et on va lui poser tout un tas de questions qu'on peut se poser dans ce domaine et il y en a beaucoup. Florentine Donois-Wang, merci d'être avec nous. Alors, vous êtes psychothérapeute, vous êtes conférencière et vous avez fondé l'intelligence amoureuse. Alors, en quoi consiste votre travail? Racontez-nous. Mon travail, c'est d'aider les gens qui s'aiment et qui ont envie de relationner au long cours par amour, de réussir à le faire. Parce que vous avez constaté qu'il y avait dans ce domaine beaucoup de carences et de lacunes. Des carences, des lacunes et des représentations qui nous envoient dans le mur beaucoup. Ah, donc justement, on va essayer de décortiquer tout ça et d'y voir plus clair. Quel genre de personnes viennent vous voir alors? Ce sont essentiellement des couples avec des problématiques particulières? Alors j'ai commencé à travailler avec des couples effectivement et puis une deuxième population est arrivée de femmes pour leur couple. Parce que c'est parfois un peu difficile de mettre son partenaire au travail pour la relation. Et puis aussi des célibataires qui veulent nettoyer l'espace du couple pour s'ouvrir, guérir de blessures, et réorienter peut-être un petit peu leur choix amoureux. Alors, quelle est votre définition de l'amour? J'imagine qu'il y a plusieurs formes d'amour. Comment vous définiriez la relation amoureuse? C'est exactement ça. Il y a l'amour et il y a la relation. Voilà. Et l'amour suffit pas, en fait. Donc l'amour, c'est ce sentiment qui jaillit, qui est délicieux, oui. Qui est incroyable. Et ensuite, deux personnes qui vont essayer de vivre et de construire avec ce sentiment amoureux. Ça veut dire que les sentiments ne suffisent pas et ça demande un travail personnel. Un travail personnel, un travail relationnel. Parce qu'au-delà de deux individus qui font la relation, il y a aussi la relation qui va faire les deux individus. Alors, quand vous dites que vous déconstruisez peut-être des mythes ou des idées que l'on peut se faire sur l'amour, c'est-à-dire? Par exemple, on confond beaucoup aimer et être amoureux. Oui. Et quand cet état amoureux nous quitte, c'est un cadeau en début de relation, ce waouh comme ça. Quand cet état nous quitte, on est placé devant le choix d'aimer. Et je vois beaucoup de couples parfois qui sont malheureux, qui disent mais je l'aime mais je suis plus amoureux. Et c'est pas un problème. Mais c'est juste que tout ce qui est littérature, cinéma, etc. nous montre l'état amoureux. Instagram nous montre qu'est-ce que c'est que ce truc parfait. Alors, c'est-à-dire que c'est normal au début d'éprouver cet état où tout d'un coup on va bien, on est joyeux, on se sent porté, on se sent transcender toutes les épreuves de notre vie, porté par ce sentiment. C'est normal d'éprouver ça, mais vous dites que c'est pas quelque chose de durable. Exactement. Donc c'est normal quand on ne se sent plus dans cet état-là. Exactement. Ça ne veut pas dire qu'on désaime. Ça veut surtout pas dire qu'on désaime. Et d'ailleurs, certains couples vont s'aimer sans passer par l'état amoureux. Ouais. Que soyez pas triste si vous n'avez pas connu l'état amoureux, parce qu'il y en a plein qui me disent oui, mais moi Florentine, j'ai jamais. C'est ok. Donc ça veut dire qu'il y a différentes sortes d'amour. On parle du coup de foudre, on parle de la passion, on parle de relations de frères et de sœurs, mais empreintes de respect. Vous voyez toutes ces différentes formes d'amour? Complètement. Et il n'y en a pas une qui domine les autres? Je dirais pas qu'il y en a une qui domine les autres. Celle dont on a tous envie, c'est celle de l'état amoureux. Et c'est ces phases comme ça où on se sent à nouveau très connecté, très en phase, parce que nos relations, elles ont des hauts et des bas. Et il y en a une que vous n'avez pas mentionnée, qui sont les relations toxiques aussi. Oui, mais ça, on va y venir. Alors, on va parler du fameux coup de foudre. Ça existe. Ça existe. C'est pas très fréquent. Tout le monde ne connaît pas ça. Tout le monde ne connaît pas ça. C'est un état chaotique du système nerveux, en fait. C'est vraiment
un shoot physiologique de neurotransmetteurs qui nous brouille, qui nous élève, qui nous met dans une autre réalité. Qu'est-ce qui se joue à ce moment-là du coup de foudre? On a l'impression parfois de se reconnaître ou de s'être déjà rencontré dans une autre vie. Oui. Comment vous expliquez tout ça? Je pense qu'on se balade dans la vie avec comme un petit pochoir, ouais. Des gens qui se sont occupés de nous quand on était enfant. Et que ce pochoir, il est constitué de leurs traits de caractère qu'on a très bien connus, positifs et négatifs. Et parmi les dizaines de milliers de personnes qu'on rencontre, parfois, quelqu'un va matcher ce pochoir et ça va nous faire ce « je te reconnais ». Ça va faire, c'est comme si je te connaissais depuis toujours, c'est comme si je te connaissais par cœur, il y a cette espèce d'évidence parce que l'autre porte une bonne partie de ces traits-là pour le meilleur et pour le pire. Je pense que le pour le meilleur et pour le pire, il est vraiment ici. Parce que le coup de foudre n'est pas forcément générateur de relations durables. Exactement. C'est ce que vous appelez le pire, peut-être ? Je te reconnais comme ayant été à la source de mon histoire et de ma croissance. Ça n'a pas toujours été une belle histoire. Donc il y a je te reconnais, mais ça peut être très toxique. Ça va dépendre du monde en moi, en fait. Est-ce que vous croyez à la notion d'âme sœur ? Je me méfie beaucoup de la notion d'âme sœur. Pourquoi ? Parce que je vois des hommes et des femmes durer dans des relations dans lesquelles leur sens des limites personnelles aurait dû jouer, aurait dû dire stop, basta, ça suffit, mais tellement peur de rater cette âme sœur, tellement peur de... Et puis je pense qu'on peut aimer beaucoup de personnes. Je ne pense pas qu'il y ait la bonne personne. Je pense qu'il y a de bonnes relations, bien au-delà des personnes. Et ce truc d'âme sœur... C'est-à-dire on peut aimer beaucoup de personnes, ça veut dire qu'on peut avoir plusieurs relations dans une vie, c'est ça ? Il peut y avoir plusieurs grands amours dans une vie. Donc quand on dit c'est l'homme ou la femme de ma vie, vous n'y croyez pas, vous croyez plutôt à ce sont les hommes de ma vie ? Je pense qu'il y a plusieurs expériences. Je ne peux pas dire que j'y crois pas, mais ce que je vois, c'est qu'il y a plusieurs expériences et qu'elles ont tous vraiment une grande valeur et une grande légitimité. Mais ce truc de l'âme sœur, il fait parfois perdurer des relations qui devraient s'arrêter parce qu'elles sont au détriment de l'un ou de l'autre ou des deux. Qu'est-ce qu'il faut à la base pour être capable d'aimer correctement ? C'est-à-dire d'être ouvert à l'autre, de le respecter tel qu'il est, sans forcément vouloir le changer. Est-ce que vous êtes d'accord avec le fait qu'il faut d'abord apprendre à s'aimer soi-même et que l'autre n'est pas là pour réparer ? Alors moi, j'ai un grand débat là-dessus. Je pense que c'est la double peine quand on dit « aime-toi toi-même » avant que de prétendre pouvoir être aimé. Parce que, imaginez, c'est la double peine. Non seulement tu n'as pas pu garder l'amour de toi dans le foyer dans lequel tu as grandi, la façon dont tu as été parenté, tu as départi de l'amour de toi, et bien maintenant, il va falloir encore attendre avant de recevoir de l'amour. Je pense que c'est dans le lien qu'on perd l'amour de soi et c'est dans le lien qu'on le retrouve. Non pas que l'autre va nous réparer, mais que la relation va nous faire rebooter avec notre beauté. À condition de grandir ensemble et de s'épanouir ensemble. Absolument. C'est là où vous dites que la relation intervient. C'est là que la relation intervient et c'est là que je parle d'intelligence amoureuse. Parce qu'on ne peut pas relationner n'importe comment. Tout à l'heure, on parlait de relations toxiques. Il y a la relation avec une personnalité toxique, mais on est tous capables de sécréter beaucoup de toxiques dans nos relations. Et on le fait sans même en avoir conscience. Et nos relations, même avec des gens magnifiques, peuvent devenir des bourbiers. Alors, dans ces cas-là, on fait quoi ? On vient vous voir, certes, on vient discuter avec vous, mais il y a quand même un travail à faire, à la fois sur soi et ensemble. Oui, complètement. Un travail qui suppose quoi ? Beaucoup de communication ? Alors, il y a la communication, mais je ne pense pas que ce soit complètement la clé de la relation. Je pense qu'avant ça, il y a cette compétence
neuro-émotionnelle. Cette compétence à nous réguler. Ça, c'est un travail personnel d'abord, et puis après, c'est un travail de co-régulation. Mais comment déjà je fais le ménage dans mes émotions et dans mes réactions? Alors, c'est-à-dire qu'il faut savoir se maîtriser dans une dispute, il faut savoir exprimer à l'autre ce qu'on aimerait. Est-ce que vous avez remarqué que c'est avec notre partenaire qu'on se permet le plus de sorties de route émotionnelles, relationnelles? On se permet de traiter cette personne qui est tellement proche de nous, avec qui on passe nos jours, avec qui on passe nos nuits, on se permet le plus de débordements émotionnels. Et ça a des impacts sur la relation. Donc, je commence toujours par un travail sur les possibilités de régulation, effectivement, pour ne pas monter dans les tours. Alors, dans ces cas-là, qu'est-ce que vous conseillez pour ne pas monter dans les tours? Pause, respiration. Ouais. On a des trésors vraiment dans la respiration, juste pour revenir à soi et choisir nos réponses. Oui, parce que les mots peuvent blesser et impacter le futur d'une relation. Les mots blessent, les mots impactent, les mots, les gestes détruisent la relation. Vraiment, des mots qu'on regrette quand ils sont sortis, mais ils sont sortis. C'est pour ça qu'il y a vraiment un grand muscle à muscler là sur qu'est-ce que je choisis de répondre. Parce que quand on est dans le conflit, il y a un petit déclenchement dans l'amygdale qui fait que je bascule et je te prends pour mon ennemi, comme ça. Il y a quelque chose qui va devenir viscéral, que de toi ou de moi, il y en a un qui va gagner, ça doit être moi. Et on préfère avoir raison, on préfère gagner que de prendre soin du lien. Et c'est ça qui nous envoie dans le lien. Donc prendre soin du lien, ça veut dire écouter l'autre, écouter ses besoins, écouter ses reproches et peut-être se remettre en question. Oui. À condition que la remise en question soit réciproque. Exactement. Se rendre recevable, s'écouter et puis co-construire ce qui va marcher pour les deux. Surtout pas se mettre en mode ennemi, en fait. Comment on passe d'un état amoureux à un état d'amour? On n'a pas tout à fait le choix, en fait, parce qu'il y a tout un cocktail hormonal qui va se drainer au fur et à mesure. Et c'est notre ocytocine qui va prendre le relais. C'est l'attachement qui va prendre le relais après le coup de foudre. Ça va être ça qu'on va tisser ensemble. Alors, l'attachement, les habitudes, mais peut-être aussi chercher à faire plaisir à l'autre, les attentions, et peut-être à surprendre l'autre. Il y a en fait tout ce qu'on fait quand on se sent amoureux, qu'on arrête de faire. Oui. Il faut continuer, il faut reprendre. Effectivement, se faire des surprises, se prendre du temps de qualité ensemble, se faire une place de choix. On a une place spéciale dans la vie l'un de l'autre. Évidemment, la prévenance, évidemment, des appréciations. Et puis, apprendre comment on va faire quand on va avoir des points de vue ou des besoins ou des envies différentes. Quand on dit que le quotidien est un tue-l'amour, vous répondez quoi à ça? Je ne pense pas que ce soit le quotidien qui tue l'amour. Je trouve que nos routines nous fondent. Ce sont des repères absolument délicieux. Ce qui tue l'amour, c'est de ne pas mettre de la nouveauté parmi ces repères. Mais j'aime pas quand on dit la routine tue l'amour. C'est pas la routine qui tue l'amour. C'est d'arrêter de faire autre chose que la routine. Au contraire, être bien ensemble, ça doit signifier partager pleinement et gaiement et joliment le quotidien et les habitudes. Et tout simplement cette dentelle du quotidien. Est-ce que vous pensez qu'on progresse en vieillissant dans la manière d'aimer? Oh oui. Je pense qu'on a tous une fenêtre à l'intérieur qui va s'ouvrir, pendant laquelle on va pouvoir progresser, se laisser bouger par l'autre. Et il n'y a que par amour, parfois, qu'on va bouger comme ça. Notre partenaire, évidemment, nos enfants aussi, qui nous font bouger. On se bonifie quand on choisit d'embrasser cette proposition de la relation. Si on ferme et qu'on campe sur ses positions et qu'on n'est pas d'accord avec ce travail-là, on devient un peu des
des vieux schnocks. Mais on est bien conscient que dans la société d'aujourd'hui, on a tendance à se séparer plus facilement qu'à faire l'effort de durer et à trouver les moyens d'être heureux longtemps ensemble. Autrefois, nos parents ou nos grands-parents n'avaient pas ce choix. On ne se quittait pas. On ne se quittait pas. Ça ne veut pas dire que c'était mieux parce que certains vivaient vraiment l'horreur. Mais ce qui est sûr, c'est que on se laisse moins travailler par la relation. On a besoin de quitter cette idée que la relation, c'est un lit de rose tous les jours. Il y a des jours, l'autre, on n'a pas envie de le voir. Il y a des jours, la relation, elle nous confronte à nos rétrécissements et il faut respirer. Et c'est difficile. Et c'est pour ça que je parlais de représentation tout à l'heure. C'est qu'on a besoin de sortir de ces représentations. C'est pas Pretty Woman tous les jours. Donc parfois, les breaks sont importants. Je ne sais pas ce que vous entendez par break. Break, c'est le choix de se séparer temporairement pour prendre du recul. Oui. Vous voulez dire qu'on peut le faire en respectant l'autonomie de l'autre et des moments d'indépendance? Il y a des breaks qui sont hyper fertiles quand ils sont bien cadrés, c'est-à-dire qu'on sait dans quel pacte on est, et puis qu'on se met au travail pendant le break. Sinon, on revient ensemble et ça va repartir comme en 40 ans. Ça suppose aussi une relation à long terme, beaucoup de communication, beaucoup de dialogue. Or, il y a des gens qui sont fermés, qui ont du mal à s'ouvrir et à parler. Et vous dites que parfois vous avez des femmes et que les compagnons ont du mal à venir vous voir. Comment on dénoue tout ça? Ces personnes qui parlent moins, qui sont plus intérieures, qui montrent moins leurs émotions, leurs besoins, leurs désirs, etc., souvent, c'est parce qu'ils manquent de sécurité. Et ça a commencé dans la relation, mais ça a commencé dans l'enfance. Et il y a quelque chose dans le travail que je fais faire au couple, il y a vraiment quelque chose à devenir gardien de la sécurité. Quand on commence à mettre de la sécurité dans l'espace du couple, ces personnes-là, elles apparaissent à l'intérieur, elles rêvent aussi de se connecter. Il ne faut pas se laisser avoir par le je suis fermée comme une huître. On est câblés pour être en lien tous. Donc ça veut dire qu'il faut trouver le moyen de les connecter. Mettre beaucoup de sécurité. Parce que on appelle ça les attachements évitants. Alors, par exemple, qu'est-ce que vous entendez par mettre de la sécurité? Ça veut dire quoi? Ça veut dire rassurer l'autre? Mettre de la sécurité, c'est pas forcément activement rassurer. Mettre de la sécurité, c'est installer une ambiance, un climat, une culture de couple dans laquelle je sais que si je m'ouvre, je ne vais pas être jugée, rembarrée, mis là où j'étais pas, etc., etc. C'est vraiment créer dans nos façons de communiquer, de vivre ensemble, la simplicité d'avoir le droit d'être soi, en fait. Et ça, l'apport d'un thérapeute peut être très efficace dans ce domaine. Fondamental. Fondamental parce que souvent, on essaie de prendre la télécommande sur l'autre pour qu'il change, pour qu'il soit comme on pense qu'il faut qu'il soit pour nous sentir aimés. Et ça ferme l'autre. Comment vous procédez pour aider des personnes en deuil d'une relation après une rupture douloureuse? Comment faire pour retrouver le goût d'aimer et de se laisser aller de nouveau dans une nouvelle relation? Oui. Déjà, on va regarder le sens de ce qui s'est passé. Et essayer de ne pas réécrire l'histoire ni toute noire, ni toute rose. Juste remettre la relation là où elle était avec les cadeaux et avec les moments difficiles. Et puis, la souffrance, c'est la douleur sans le sens. Donc on va pas enlever la douleur, mais on va partir de la souffrance pour arriver dans les processus de deuil classique, avec les différentes étapes. Avec les différentes étapes. Parfois, les ruptures alimentent ce fameux syndrome d'abandon dont certains souffrent depuis toujours, depuis l'enfance. Qu'est-ce que vous dites et qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là? Nos blessures d'abandon, elles sont réveillées, y compris dans la relation.
et elles sont réveillées dans la rupture, ben on va les visiter, on va aller les regarder, on va prendre la lampe de mineur et puis on va descendre à la cave. Et donc, en affrontant ce qu'on a peut-être déjà vécu auparavant, on donne du sens à la rupture amoureuse. Oui. Et on regarde comment la douleur d'aujourd'hui est un écho en fait des douleurs d'hier. En fait, c'est un lent processus. Et il y a des séparations qui parfois sont une très bonne nouvelle, qui parfois sont libératrices. Très bonne nouvelle en ce sens qu'elle vous oblige à travailler sur vous pour aller de l'avant. Très bonne nouvelle dans le sens que elles font partie du processus qui nous remet debout dans la vie. Merci beaucoup. Avec plaisir.